à 14 heures demain pour les whitelists et donc de 14 heures à 20 heures, ce sera uniquement possible de participer à la SEO pour les personnes qui ont gagné une whitelist dans le cadre de notre concours. Et à partir de 20 heures demain soir, ça sera ouvert à tous. Donc certains d'entre vous, et si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille quand même de le faire, ont passé le process de KYC, donc le process de vérification d'identité. Pour ceux qui ne savent pas, tout le process se passe sur notre site. Vous allez sur le site versity.io, vous avez en haut à droite participer à l'SEO et vous allez arriver sur un autre URL qui est ico.versity.io. Et là, vous allez pouvoir créer votre compte à la fois pour faire le processus de KYC et quand ça sera ouvert, donc à partir de demain 14h pour les gens de la whitelist, pouvoir acheter vos City. Donc, il y a quand même un peu de travail. C'est très simple, hein, il faut juste prendre votre document d'identité, remplir votre nom. Et du coup, il y a une vérification par rapport à votre visage. Il y a une caméra qui va vérifier la cohérence entre votre photo sur la pièce d'identité et votre visage pour de vrai. Et quand ce process est passé, vous allez pouvoir participer directement à l'achat. Donc, je vous invite à le faire parce que quelquefois, il faut des validations plus spécifiques de la part de nos équipes. Pour info, il y a une partie des équipes qui est dans mon bureau, mais je vous les présenterai tout à l'heure. Et du coup, je vous conseille fortement de ne pas attendre la dernière minute pour faire le KYC et de le faire le plus tôt possible. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas sur la whitelist, Flavien, j'ai vu que tu as levé la main, je te donnerai la parole juste après. Pour ceux qui ne sont pas sur la whitelist, vous pouvez aussi faire le KYC. Par contre, vous pourrez participer à la vente qu'à partir de 20 heures demain. Juste une toute petite précision, entre 14 heures et 20 heures, donc les horaires réservés à la whitelist, le grand public, entre guillemets, ne pourra plus faire de KYC. Donc, la plateforme sera uniquement réservée aux personnes de la whitelist. Mais donc, du coup, n'attendez pas la dernière minute et faites-le maintenant, aujourd'hui, ce soir, demain dans la matinée, votre KYC. Et comme ça, dès que le round sera ouvert et que vous pourrez acheter, eh bien, vous n'aurez plus à faire le KYC, vous pourrez acheter directement. Ça, si jamais ça se vend très rapidement, et je pense que ça sera le cas, écoutez, vous aurez la chance d'acheter, sinon vous risquez de passer à côté. Voilà, voilà un petit point technique et calendrier. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent le projet, mais rapidement, je vais quand même faire une petite synthèse rapide du projet Versity pour les nouveaux venus. Donc, le projet Versity, c'est un projet Web3 qui est en 3 parties principalement. La première partie, c'est un métaverse qui est un reflet réel, un monde virtuel, mais un reflet réel du monde réel. C'est-à-dire que dans notre métaverse, contrairement à d'autres où on est totalement dans un monde virtuel, le métaverse Versity sera réellement les mêmes immeubles, les mêmes rues, la même apparence que dans le monde réel, sauf que ce sera du virtuel. Le but principal pour Versity étant de servir les professionnels et les personnes qui souhaiteraient vendre leurs biens immobiliers et proposer leurs services dans le cadre d'une vente de biens immobiliers. La base étant la possibilité de visiter en immersif les biens immobiliers que vous avez, qui seront diffusés directement dans Versity. Ça vous permettra justement de bien vous rendre compte de ce que c'est ce bien, de vous balader dedans, de vous balader dans les environnements du bien également, la rue, le quartier. Ça vous permet aussi d'interagir avec toutes les personnes qui vont intervenir dans cette vente. Ça peut être vos familles, s'ils sont loin, ou si vous n'avez pas le temps tous d'aller visiter. Ça peut être aussi le vendeur, l'agent immobilier.
mais aussi les prestataires de services, le banquier dans le cadre du prêt, l'assureur, voire le déménageur, le cas échéant. Mais c'est aussi un moyen qui vous permettra de vous projeter dans le bien, c'est-à-dire que comme on est dans un environnement virtuel, avec l'aide d'un architecte, par exemple, qui peut proposer service sur Vercity, vous pouvez personnaliser à distance le bien pour voir si ce bien-là correspond à votre projection si jamais vous en faites l'acquisition. Et tout ça, ça va vous permettre à la fois de vous décider rapidement et peut-être même si vous apercevoir que finalement c'est pas le bien qu'il vous faut, ça va vous permettre d'accélérer tout le processus d'achat et vente de ce bien, et ça va du coup être quelque chose qui va accélérer d'une manière globale tous les processus de vente d'immobilier. Mais Vercity, ce n'est pas uniquement de l'immobilier. Vercity est un projet, de métaverse qui sera amené à être ouvert à tout professionnel ou particulier qui souhaiterait offrir ses services dans le cadre de ce métaverse-là. Lors d'un précédent AMA, je vous avais dit qu'on a été contacté par des entreprises de la distribution, on a été contacté par des entreprises de la restauration qui souhaitaient aussi mettre leur entreprise dans Vercity pour pouvoir proposer d'autres services complémentaires à leur activité réelle. Donc, si vous comprenez bien que finalement Vercity, c'est un outil qui permet de relier l'économie réelle, l'économie de l'immobilier d'abord, parce que nous sommes d'abord dans l'immobilier, mais pas uniquement. Mais ça peut être un outil qui est extrêmement large pour permettre, toujours dans cette logique, de relier l'économie réelle et le métaverse. Et c'est ce qui manquait de mon point de vue dans le monde de la Web3, c'est ce lien très fort entre l'économie réelle, donc finalement là où il y a les flux économiques et la force des outils de la Web3 et Vercity, quelque part, ce lien entre ces deux mondes-là, entre le monde virtuel et le monde de la Web3 et le monde réel et l'économie réelle. Donc, je vous ai parlé rapidement de métaverse. Il y a deux autres éléments importants à comprendre. Il y a d'abord il y a ensuite la NFT. Pour la NFT, en fait, pour nous, il s'agissait de partager la valeur de Vercity à la communauté, notamment à des investisseurs. Les NFT, finalement, sont quoi? Ce sont des parcelles de terrain dans Vercity. Et toujours dans cette philosophie de nous coller au monde réel, nous avons pris, par exemple, pour la France, là, je suis sur le groupe français, donc vous allez tous comprendre. Hein, donc, il s'agit de diviser, en France, où nous avons à peu près 35 000 codes postaux. Vercity, les NFT Vercity, donc les parcelles, donc les NFT, sont calqués sur ces codes postaux. Et donc, du coup, quand vous achetez un parcelle, vous achetez l'équivalent dans le monde réel du code postal. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, cette parcelle-là, quand vous êtes propriétaire, toute activité économique qui va se dérouler dans la vie réelle et principalement dans Vercity, toute activité économique auquel il y aura une rémunération. L'exemple la plus simple à comprendre, c'est cette fameuse diffusion de biens à vendre d'un appartement ou d'une maison à vendre. Et bien, quand le propriétaire, l'agence va mettre cet appartement, cet immeuble, cette maison à vendre dans Vercity, il va devoir payer une sorte de redevance de frais de location au propriétaire du NFT, en échange de la possibilité de déposer son bien. Pareil, tout prestataire de services qui souhaiterait proposer ses services sur une certaine parcelle, par exemple, du 8e arrondissement de Paris, par exemple, il devra payer aussi une redevance aux propriétés de la parcelle. Donc, vous avez bien compris que la parcelle, finalement, c'est un outil d'investissement
qui permet d'avoir un rendement. C'est un NFT avec un rendement qui est lié, encore une fois, à l'économie réelle et qui va permettre au propriétaire de rentabiliser l'achat de sa parcelle et même des plus-values parce que la valeur de la parcelle est directement corrélée à la quantité d'activité économique qui aura lieu dans le futur. Donc, plus il y a d'activité économique, plus le PIB qui sera présent sur cette parcelle sera important, plus ses revenus seront importants et plus la valeur de parcelle va être impactée et sera importante. Donc ça, c'est la deuxième chose, la parcelle. La troisième chose, c'est la monnaie qui va permettre justement toutes les transactions qui auront lieu, à la fois les achats de parcelles, mais à la fois tout ce qui est paiement dans Versity. Et ben, cette monnaie de référence, si je puis m'exprimer ainsi, c'est un jeton d'échange et pas une monnaie, et ben que nous appelons City, et bien le City sera la monnaie de référence et ce sera le troisième élément du projet Versity. Donc, pour résumer, vous avez un métaverse qui est un reflet de la réalité, qui sera ouvert pour toute activité, mais qui sera principalement, dans un premier temps, parce que c'est dans le monde où on est, l'immobilier. Vous avez les parcelles qui sont destinées à des investisseurs qui vont avoir des revenus liés justement à l'activité économique qui aura lieu dans Versity. Et vous avez l'outil monétaire qui est le City, qui va permettre qui sera un petit peu le sang de toute cette activité économique. On crée un écosystème dans Versity que le projet soit le plus complet possible. Voilà. J'ai essayé d'être très bref aujourd'hui parce que je pense que vous avez beaucoup de questions. L'ICO est demain et on a fait la release de notre white paper hier. Si mes souvenirs sont bons. Alors, on est en train aussi de retravailler l'esthétique du white paper, mais le contenu est entièrement là. Donc, je vais commencer à prendre vos questions. J'ai passé un peu de temps aujourd'hui sur Telegram à répondre à quelques questions. Donc, du coup, je me rends compte qu'il y a quand même encore pas mal de questions. Donc, je suis à votre écoute. Je vous propose deux possibilités. La première possibilité est que vous écrivez vos questions et les modos vont me lire les questions. Et quand on finit de lire les questions écrites, si l'un d'entre vous souhaiterait poser des questions directement à l'oral, il peut lever la main. J'en ai vu un tout à l'heure, mais il l'a enlevé. Mais voilà, n'hésitez surtout pas. Je suis là pour ça. On est là jusqu'à 19h. Et à 19h, je vais switcher vers le lama en anglais. Donc, on a 45 minutes. C'est à vous. Alors, les modos, est-ce que on a des premières questions, s'il vous plaît? Ouais, il y en a déjà qui ont déjà commencé à poser des questions. Donc, on a déjà une question de Rachel qui nous dit y a-t-il un seuil de population minimale pour créer un NFT? Sinon, quel intérêt d'avoir des NFT avec des codes postaux dont la population ne dépasse pas un certain seuil? Oui, alors il y a un impact direct sur la valeur du NFT. On a divisé les NFT en France en 10 catégories avec une formule de calcul qui est assez complexe, mais qui permet de refléter justement ce type de problématique-là. Donc ça comprend notamment des sujets sur le prix au mètre carré, sur la parcelle en question ou l'équivalent du code postal en question, le nombre d'habitants, le nombre de transactions qu'il y a eu l'année dernière, etc., etc. Donc ça nous permet justement de hiérarchiser la valeur des parcelles et au final, vous allez voir que quand on va sortir ces informations-là, mais je pense que vous avez déjà pu, pour certains, le voir dans le white paper, vous allez voir qu'effectivement, la valeur entre les niveaux les plus, je dirais, les plus faibles de parcelles et les valeurs des niveaux les plus élevés, l'écart est très, très, très significatif. Est-ce que j'ai répondu à la question Yes, ouais, oui, merci beaucoup. Euh, alors, il y a une deuxième question tout de suite après, c'est quel market cap au TGE?
Alors, j'ai pas le chiffre exact. Il faut que je fasse une petite recherche. Alors, de tête comme ça, je ne saurais pas. Est-ce que j'ai des gens autour de moi? Est-ce que vous savez quelle est la market cap au TGE ou pas? Alors, j'ai Nico à côté de moi. Bonsoir à tout le monde. Ouais. Je, on va passer à la question suivante. Je reviens dès qu'on aura la réponse. OK? Ok, ça marche un peu comme ça. Alors ensuite, on a une question de Père Yannick qui nous demande à quand la vente de parcelles et à quel prix? Alors, la vente de parcelles est prévue sur une marketplace qu'on est en train de mettre en place. On travaille en toute transparence avec un de nos partenaires techniques qui s'appelle Blockchain Dev pour mettre en place cette plateforme et aussi les smart contracts qui vont avec. Et on a prévu aujourd'hui de mettre en ligne la plateforme donc pour pouvoir vendre et revendre aussi les parcelles fin septembre, début octobre. Ok, merci. Prochaine question, du coup, c'est de Titi85 qui demande s'ils vont recevoir les tokens demain. Alors, les tokens, alors il y a deux choses importantes. Il y a l'ICO et ensuite le closing des rounds d'ICO et ensuite on a un délai de rétractation derrière qui est légal en fait de 15 jours et on doit attendre 15 jours pour pouvoir livrer les tokens. Donc, on a prévu de faire ça. On s'est donné juridiquement 30 jours maximum pour livrer les tokens, mais ça sera fait relativement beaucoup plus rapidement que ça. Mais voilà, juridiquement, on a pris une petite marge. Donc, voilà. Ok, parfait, merci. Alors, prochaine question, encore de Père Yannick. À quand la vente de City dans les SEX et les DEX? Alors, on est en discussion avec à la fois des SEX et des DEX pour les listings. On a alors le process certains d'entre vous le savez, le process est très différent et la complication est très différente. On va commencer après la livraison rapidement à nous lister sur un ou deux DEX. Et on continue la discussion avec les 2-3 sexes avec lesquels on échange aujourd'hui et on espère le faire assez rapidement. Je ne vais pas vous donner de calendrier aujourd'hui parce que je n'ai pas encore la possibilité de vous garantir ça. Je ne veux pas dire n'importe quoi non plus. Mais l'idée pour nous, c'est que ça soit fait rapidement après la livraison des tokens. Ok, merci beaucoup. Alors, on a une question de Flavien Sabot qui nous demande si connecter son wallet MetaMask via le réseau Polygon, est-ce que c'est bon pour acheter les City? Mais on a Jérém du coup qui a demandé une précision plus globale qui demande du coup est-ce que tu peux rappeler les moyens de paiement et les blockchains considérés? Alors, les moyens de paiement, d'abord. Alors, les moyens de paiement, on a trois types de moyens de paiement, hein, les cryptos, les cartes bleues et les virements SEPA. Je précise juste, et là c'est le forum français, et je pense qu'il n'y a pas de cas de figure comme ça, que les virements SWIFT ne seront pas acceptés. Donc voilà, donc trois grands types. Et dans les cryptos, on a 7 cryptos qu'on accepte. C'est très grand classique. Hein. Dans les stables, on a l'USDT, l'USDC et le BUSD. Et ensuite, on a donc le Bitcoin, l'Ethereum, le Matic, parce qu'on est sur Polygon, et le BNB. Du coup, je viens de perdre l'autre question. L'autre question, c'était si connecter son wallet MetaMask via le réseau Polygon, c'est bon pour pouvoir acheter les City. Oui, c'est ça. Oui, absolument, c'est bon. Ok, parfait. Ensuite, prochaine question de Alou. Pourra-t-on utiliser les jetons City achetés pendant les rounds de 1 à 5 pour acquérir des parcelles? Absolument. C'est d'ailleurs l'une des raisons d'être, entre autres, hein, du City, c'est pour pouvoir acheter des parcelles. Ok, merci.
Question de Romain. Quel échelon de prix prévu pour les parcelles? Alors, on a plusieurs stratégies de commercialisation. J'ai parlé de valeur tout à l'heure. Effectivement, on a une logique de valeur aujourd'hui qu'on peut définir sur les parcelles. Sur les ventes, ça va être sur la base des valeurs, mais on a deux grandes catégories. Pour ceux qui ont eu le temps d'aller jusqu'au bout du white paper, comme un gros pavé, vous avez vu que dans le white paper, on a donc deux grandes catégories de parcelles. Donc, on a les premiums et les explorers. Les premiums représentant un peu moins de 7%, les explorers, donc 84, un peu moins de 94%. Et donc, du coup, dans ces prix, on aura deux stratégies de commercialisation entre les premiums et les explorers. En tout état de cause, notamment pour les explorers, il y aura des explorers avec des prix très accessibles. Par contre, sur les premiums, on aura une autre stratégie que je dévoilerai, je dirais, le moment venu. Ok, merci. Alors ensuite, prochaine question de Rachem qui te remercie déjà pour la première réponse concernant les NFT et qui demande, donc si j'ai bien compris, en investissant 1000 dollars durant le round 1, on aura un NFT en airdrop. Avez-vous mis un seuil minimal de rareté afin que tous les participants soient logés à la même enseigne? Alors déjà, il y a un premier seuil qui est le nombre de NFT total. Donc comme je le disais, en France, il y a un peu moins de 35 000 codes postaux, donc ça sera un peu moins de 35 000 NFT. Et deuxième chose, pour nous, il est hors de question de vendre les NFT intégralement immédiatement. Les 35 000 seront vendus au fil du temps et le temps sera plutôt long pour conserver ce phénomène de rareté. Ok, très bien, merci. Donc pour l'instant, on n'a pas d'autres questions à l'écrit. Donc si jamais il y a des personnes qui souhaitent monter à l'oral pour poser directement leurs questions, il me semble que Fabien voulait monter tout à l'heure. Flavien, pardon, voulait monter tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Pas de questions. Pourtant, j'en ai eu plein Ok, tout à l'heure quand j'étais sur Telegram. on a dû J'ai su quelques questions du coup, qui sont passées là. Que les Voilà. Je ne sais pas qui parle, mais j'entends très très mal. Ouais, ça bug, ouais. Qui Alors, est en train de parler? on a Romain qui souhaite monter en attendant. Ah, Romain, comment ça va, Romain? Depuis le dernier amas. Vous Bonsoir, m'entendez? Romain. Oui, Oui, très bien, bonsoir. Romain. Vous allez bien? Très bien, ça revient. Voilà. Alors, petite question. Est-ce que le design des NFT parcelles a été défini? Et s'il a été défini, à quoi ça ressemblera un petit peu? Alors, on a des pistes enfin, ça n'a pas été défini. On a à peu près le design en tête. On a ça sera, on va dire qu'il y aura, il y a les éléments clés sont déjà définis en disant voilà sur chaque parcelle qu'est-ce qui devrait être dans le design, mais on n'a pas encore commencé à faire ce travail de design. On a encore un peu le temps d'ici fin septembre. Mais ça fait partie du job à faire encore et des choses qu'on a délivrées. Merci. D'autres questions? Ok, merci Romain. Est-ce que tu as une autre question? Oui, j'ai une autre question, hein. Oui, Romain. Alors, j'ai vu que vous allez développer le métaverse sur Unity. Alors la partie 3D, oui, c'est le moteur Unity.
D'accord, d'accord. Et donc le développement va se dérouler après les appels de fonds ou juste après le round 1 ou 2, je sais pas. Alors, on a déjà commencé la partie technique, le développement technique. On a fait des tests technologiques justement avec le moteur Unity grâce à nos partenaires de Forum qui sont spécialisés du design 3D. Et effectivement, on a une roadmap de développement qui est progressivement mis en place. Mais moi, on a toujours dit que on prévoit une version immersive de Versity courant l'année prochaine. D'accord, merci. Ok, merci beaucoup. On a eu des questions à l'écrit pardon, en attendant. Donc il y a Pierre Yannick qui nous demande est-ce qu'ils devront minter les parcelles? Pardon, j'ai reçu un message entre-temps. Oui, tu peux répéter la question? Ouais, pas de souci. Il y a Yannick qui nous demande on devra minter les parcelles? Est-ce qu'ils devront minter les parcelles? En fait, non, ce sera sur la plateforme, la marketplace. Donc, du coup, il y aura la mise en vente des parcelles sur la marketplace. Donc, pour ceux qui auront la volonté d'acheter, ce sera directement, à partir du moment où vous l'achetez, ce sera minté et vous sera livré sur votre wallet. Ok, ça marche, merci. Donc on a encore une question de Jaëm qui nous demande est-ce qu'avec le airdrop round 1, nous pouvons avoir un NFT très rare? Alors, on a décidé d'ouvrir le round 1, les airdrops de round 1 sur l'intégralité de nos parcelles. Donc, si effectivement vous avez de la chance, vous pouvez tomber sur un très rare. Oui. Ok, parfait. Alors, ah oui, ensuite on a Rachel qui nous demande du coup si tu as pu avoir un retour sur le markup qui a TGE. Sur le? Ah oui. Est-ce que tu as pu voir? Ouais, mais j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse que j'ai toujours pas. Ah. Donc, on va y répondre. Alors, on attend la réponse. Désolé, hein, mais on a, je pense que c'est. Les équipes tokenomics sont posées la question. Ok, ça marche parfait. Bon, on a d'autres questions. Dans le... Ouais. Ouais. Alors, on a Alou du coup qui nous demande une précision. Pourra-t-on utiliser uniquement les jetons distribués durant le vesting pour pouvoir acheter des parcelles et non ceux qui sont loqués? Oui, c'est ça. Ceux qui seront loqués ne seront malheureusement pas, par définition même, utilisables. Ok, parfait. Alors, Rachem, du coup, qui a une précision par rapport à ça. Est-ce que c'est bien un investissement de $1000 qu'il faut mettre au minimum pour avoir ce airdrop? Donc, en parlant du airdrop de NFT. J'ai pas compris. Est-ce que c'est investissement minimum l'investissement minimum en dollars, c'est ça? C'est la question? C'est ça. Est-ce que c'est bien $1000 qu'il faut investir au minimum? Oui. Oui. Alors, justement, je vais en profiter pour faire juste une petite explication sur ce sujet. Alors, je veux pas trop rentrer dans les techniques comptables et des règles comptables en France, mais il faut juste que vous sachiez qu'en fait, un token, un actif numérique en France est soumis à TVA. Donc, en fait, les prix qu'on affiche, c'est comme les prix quand vous allez acheter votre baguette de pain, il est TTC. Donc, le minimum, effectivement, c'est $1000 TTC. En fait, on a eu sur la plateforme des moments où on a affiché le montant hors taxe. Donc, il faut ajouter en fait au montant hors taxe, donc c'est $833,33. Quand vous ajoutez les 20% de TVA, vous avez les $1000 TTC. Donc, on a demandé à nos équipes techniques de changer ça parce que ça crée de la confusion. Et du coup, on n'aura que du TTC pour éviter d'avoir cette confusion-là. Donc, $1000 le Minboy TTC
Et le max buy, c'est de 100 000 $ pour le round 1. Parfait, merci beaucoup. Donc, on a une question de mjoule23 qui nous dit: j'ai toujours pas compris la différence entre le locking, le vesting et les pourcentages. Alors, le locking, c'est-à-dire que quand vous allez avoir vos tokens, vous n'allez pas pouvoir les utiliser pendant la période de lock-up. Le vesting, c'est en fait c'est la livraison des tokens de temps. Si vous êtes, je prends un exemple, n'importe quel exemple simple, si c'est vesté pendant 10 mois, ça veut dire que si vous avez 1000 tokens vestés pendant 10 mois, vous allez être livré de 100 par mois durant 10 mois. Et au bout des 10 mois, vous allez avoir l'intégralité de vos tokens. Alors, j'ai la réponse. Pardon, je viens d'avoir la réponse à la question de tout à l'heure sur le TGE. Donc, au TGE, on aura une circulating market cap de 12,5 millions de dollars et un fully diluted market cap de 150 millions de dollars. Avec un prix de listing de 1,5 cents, donc vers 0,015 $ au listing. Nickel, merci beaucoup. Moi, j'espère que Rachem, du coup, tu as pu entendre cette réponse-là. Du coup, est-ce que tu avais terminé sur les questions de mjoule33 sur le locking, le vesting et les différents pourcentages? Ouais. Alors les pourcentages, on parle de quel pourcentage? Oui, c'est quoi, on parle de quoi en pourcentage? Quel est le pourcentage dont on parle? Je pense qu'il parle des pourcentages justement par rapport au locking et au vesting. En fait, le locking vesting, ça s'exprime en mois, donc c'est de 2 mois, 3 mois, 10 mois, 15 mois. J'ai pas très bien compris le pourcentage pour ça. Ok. Si mjoule23, tu es toujours là, est-ce que tu peux donner une petite précision sur les pourcentages? De quel pourcentage tu parles? Merci. Du coup, il y a une autre question de lui qui demande si les parcelles seront vendues en City. Oui. Ok, oui. Ensuite, une autre question de mjoule33. L'ensemble des tokens. Pardon, est-ce que c'est l'ensemble des tokens qui seront lock ou une partie seulement? Non, c'est la partie loquée, c'est la. Je veux pas dire une bêtise, Nico. Est-ce que c'est l'ensemble des tokens qui sont loqués ou c'est une partie seulement? Claude, si tu me permets, je peux répondre. Ouais, Amine. Ah bah je l'avais pas vu. Oui, Amine qui est Bonsoir advisor sur l'opération, qui va peut-être mieux répondre que moi. Bonsoir à tous. Je viens de poster la réponse en écrit dans le chat français pour ceux qui veulent lire. Et pour réexpliquer une nouvelle fois, il y a 3 colonnes: TGE, le lock et le vesting. Le TGE correspond au pourcentage des tokens qui sont libérés au moment du listing. C'est-à-dire qu'au moment où le City sera listé sur un échange, vous allez recevoir le pourcentage qui est noté dans la colonne TGE. Ensuite, il y a une période de verrouillage, donc qui correspond au lock, pendant lequel vous ne pouvez pas récupérer le reste des tokens. Et à l'issue de période de verrouillage, qui va de 0 à 2 mois, il y a ce qu'on appelle un vesting qui démarre. Et donc, le vesting, c'est une libération progressive des tokens sur la période qui est listée. L'exemple que je donne par écrit, il est si j'investis $4 500 au round 1, j'obtiens 1 million de City. Ok? Donc, sur les 1 million de City, j'ai 10% au TGE qui correspondent à 100 000 City. Donc, imaginons que le listing, je donne une date au hasard, ait lieu le 1er septembre. Le 1er septembre, je reçois 100 000 City. Ensuite, j'ai 2 mois de verrouillage. Donc, 1er octobre, 1er novembre, je n'ai rien. Puis ensuite, 1er octobre, j'ai rien. Et 1er novembre, à partir du 1er novembre, j'ai 90% qui vont être répartis sur 15 mois, qui correspond à 60 000 City par mois. Donc ça, c'est pour un exemple au round 1. Si je prends 1 million de tokens au round, par exemple au round 5, je vais avoir 50% au listing. Donc je vais avoir 500 000 tokens au listing. Et ensuite, pendant 4 mois, je vais avoir les 500 000 restants.
Donc, de tête, ça fait 125 000, il me semble. Donc, je vais avoir 125 000 tokens le deuxième mois, 125 000 tokens le troisième mois, etc. Ceci a été fait dans le but de préserver le token et d'éviter qu'il y ait 10 millions de tokens distribués le premier jour et 10 millions de personnes qui vendent. Donc, plus vous rentrez tôt, plus vous avez forcément un prix avantageux par rapport au listing. Mais par contre, plus il y a des conditions qui sont un peu restrictives pour éviter que les personnes qui soient déjà en x3 au moment du listing vendent directement l'intégralité de leur investissement. Donc, je te laisse reprendre, Claude. Je sais pas si c'est clair, mais je pense que ça a été clair. Merci Amine. Moi, c'est parfaitement clair. Je suis désolé. Je pense que c'est mieux que tu répondes sur ce type de questions que moi. Alors, du coup, Amine a tout répondu, donc on peut passer à la question suivante. Merci Amine. Ouais, très bien. Merci Amine encore une fois. Donc il y a Bastou qui nous demande, donc il y aura un NFT par code postal en France. Si tu tombes sur un petit village dans le Cantal, tu as quasi aucune chance d'avoir des revenus dessus. Alors, je ne suis pas sûr parce qu'un code postal c'est quand même assez grand, mais c'est sûr que le potentiel d'activité économique est extrêmement variant selon le code postal sur lequel vous êtes. Et donc, c'est reflété dans la valeur de la NFT. Par contre, parce que je vous dis ça, parce que j'ai souvent des demandes d'amis ou de contacts qui me demandent est-ce qu'il est possible d'acheter tel ou tel code postal, non pas parce que ils veulent, ils voient dans ce code postal un gros potentiel économique, mais parce que c'est leur commune de naissance, c'est l'endroit où ils passent leurs vacances et ça leur tient beaucoup à cœur. Donc voilà, donc tous les gens qui achètent des NFT ne sont pas dans une démarche forcément de rentabilité, mais il y a aussi un aspect psychologique et qui intervient notamment sur des codes postaux qui sont entre guillemets moins valorisants. Ok, ouais, c'est clair. Merci beaucoup pour la réponse. Ensuite, on a une question de Flavien Sabot qui nous demande s'il faut pas déposer plus de 1000 du coup dollars pour payer la TVA. Je pense qu'il a besoin d'une petite précision par rapport à l'airdrop. Non, pas du tout. Non, c'est $1000 TTC, donc TVA inclus. C'est nous qui allons payer la TVA en fait pour que vous sachiez tout. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, la société va encaisser 833 dans les $1000. La société va encaisser 833,33 et l'État français va encaisser 160 et quelques 166 euros en TVA. Ok, parfait, merci. Alors, Monsieur Jules 23, dis-le-moi si ce n'est pas le cas, mais il me semble qu'Amine a répondu à toutes tes prochaines questions. Repose une question si jamais, mais il me semble que c'est bon. Donc ensuite, on a une question de Nini qui demande, petite question, la liquidité n'est pas bloquée, et est-ce qu'il y a une raison à cela? Oui, parce que tout simplement, peut-être que Amine, si tu veux répondre sur la notion les besoins de création de pools de liquidité dans les DEX, c'est principalement pour créer les pools de liquidité dans les DEX. Oui, alors je vais répondre sur ce point. Donc concrètement, aujourd'hui, quand tu achètes quand tu achètes une crypto, tu n'achètes pas une crypto à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu ne vas pas acheter des City à Robert ou à Janine qui est en train de vendre ces City. Tu vas les acheter dans ce qu'on appelle la pool de liquidité. Et donc, cette pool de liquidité, c'est un ensemble de tokens qui vont être mis à disposition par l'entreprise, dans lesquels ceux qui veulent acheter vont puiser, et ceux qui vont vendre vont réinjecter des tokens dans cette pool de liquidité. Mais au démarrage, il faut bien, c'est comme si vous voyez ça comme un pot commun où un pot commun où il y aura des dollars et des City. Si tu veux acheter des City, tu injectes des dollars et tu récupères des City. Si tu veux vendre tes City, tu réinjectes des City et tu récupères des dollars. Et donc, au listing, c'est normal que la liquidité ne soit pas vestée parce que c'est les jetons qui vont servir aux échanges. Maintenant, il y a des mécanismes, bien sûr, de sécurisation qui permettent de verrouiller la liquidité. C'est ce qui sera fait. C'est-à-dire que quand
je donne un exemple. La société va mettre 10 millions de City et 1 million de dollars en face. Bien sûr que ce pool-là de liquidité sera verrouillé pour éviter que demain, si Claude il a envie de partir en vacances, il vide la pool de liquidité et il parte avec tous les City et tous les dollars. Ça, c'est bien sûr des mécanismes. Bien sûr, sur les projets de cette envergure-là, la pool de liquidité est verrouillée, c'est verrouillé sur la blockchain et personne ne peut y accéder pendant une certaine durée. À voir si la durée ce sera 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans ou 99 ans. Mais en tout cas, c'est sûr que ce sera verrouillé au listing pour plusieurs mois, voire plusieurs années, bien sûr. Et je me permets de compléter, Amine, mais tu l'as évoqué un petit peu. On va verrouiller des City pour faire la liquidité, mais on va verrouiller aussi du cash, du fiat pour la contrepartie. C'est-à-dire que le Versity va verrouiller les deux choses. Je crois qu'on a répondu à la question. Oui, pardon, oui. J'arrivais pas avec mon micro. Merci beaucoup. Merci Amine, merci Claude. Donc ensuite, on a Juju qui nous a bombardé de questions. Donc il y a beaucoup de questions en un seul message. Alors première question, pour acquérir des City, si je souhaite le faire à partir de crypto et notamment l'USDC, comment ça va se passer concrètement? Alors, vous allez, au moment du paiement sur la plateforme, vous allez avoir la possibilité de choisir vos moyens de paiement. Si vous choisissez un paiement en crypto, vous allez avoir un wallet sur lequel vous allez pouvoir directement virer vos cryptos. Ok, nickel, merci. Alors ensuite, du coup, une question par rapport à ça, justement. Elle demande, est-ce qu'une adresse vers laquelle réaliser le versement sera communiquée? Si tu veux, je peux répondre à Ça sera ta question de Juju parce qu'en fait, il y a beaucoup de questions sur le process et comme c'est un process que je maîtrise assez bien, je vais pouvoir y répondre. Donc concrètement, comment ça se passe? Là, je vais poster une image, j'essaie de la retrouver des réseaux qui sont acceptés. Je sais que c'est les dernières versions qu'on avait discutées, peut-être qu'il y en a qui ont été modifiées ou pas, mais en tout cas, actuellement, les tokens acceptés et les réseaux acceptés sont celles que je viens de poser sur l'image. Concrètement, tu te connectes, tu choisis un nombre de City, par exemple pour $1000, je sais plus combien ça fait, mais tu choisis ton nombre de City, 1 million de City. On te demande de choisir quel token tu veux, tu le fais. Sur l'étape d'après, on te demande de faire ton KYC, et donc c'est pour ça que c'est important de le faire dès maintenant pour ne pas perdre du temps au moment de l'ouverture des ventes. Et sur l'étape d'après, selon la monnaie que tu as choisie, si tu as choisi par exemple euro en fiat, ils vont te demander est-ce que tu veux payer par CB ou par virement. Si tu as choisi BNB, ils vont te donner une adresse sur le réseau BEP20 sur lequel tu vas devoir envoyer le montant exact qui est affiché à l'écran. Et ensuite, ils vont te demander de renseigner ton wallet. Si le montant exact que nous, on reçoit de notre côté correspond à ce qui était dans le back-office et que les deux sommes correspondent à la virgule près et au centime près, alors c'est automatiquement validé et félicitations, ta transaction est validée. Si maintenant, on t'a demandé d'envoyer 3 BNB et que toi, tu as envoyé… imaginons que le prix, ce soit 3,12 BNB et toi, tu as envoyé 3,121, eh ben, le système va nous remonter une erreur de notre côté et nous, on va devoir vérifier, OK, est-ce qu'il manque de l'argent, est-ce qu'il y a de l'argent en trop? Et après, tu seras contacté par le support client s'il y a besoin d'informations supplémentaires. Est-ce que tu peux faire un virement depuis un CEX, par exemple depuis Binance? Oui, tu peux, mais personnellement, à titre personnel, en tant qu'utilisateur, je déconseille parce que quand tu envoies de l'argent depuis Binance, tu n'envoies pas depuis ton adresse personnelle Juju, tu envoies depuis l'adresse Binance. Et du coup, en cas de problème, si on reçoit pas, si l'argent est perdu, c'est plus difficile à traquer que si tu envoies depuis un wallet personnel sur lequel on peut traquer les fonds. Et est-ce que tu es obligé de faire le wallet depuis lequel tu vas… est-ce que tes City que tu vas retirer seront sur le wallet sur lequel tu as fait le paiement? Non. Tu peux avoir un wallet sur lequel tu fais le paiement et un wallet différent sur lequel tu retires. C'est à confirmer, mais on va dire je suis sûr à 90% de ce point-là. Il faut que je revérifie sur le dashboard, mais il me semble que c'est le cas. En tout cas, la dernière fois que j'ai utilisé ce dashboard-là,
enfin le même dashboard sur une autre ICO, c'était exactement, enfin c'était le cas. Confirme, Amine, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Ok. Et du coup, bah oui, parce que de toute façon, il n'y a pas de connexion par rapport à ton wallet, vu qu'il y en a qui vont faire un CV ou un virement. Et donc, en fait, c'est au moment du retrait que tu vas indiquer ton wallet pour récupérer tes fonds. Et du coup, je crois que j'ai répondu à toutes les questions de Juju. Donc, c'est une adresse. Oui, bah, il me semble que j'ai répondu à toutes les questions de Juju. Oui, il me semble aussi. Merci beaucoup, Amine. Du coup, Juju, s'il y a une question qui est encore un peu floue pour toi, n'hésite pas. Mais il me semble, il me semble que tout est bon. Oui. Donc, on a une prochaine question de Rachem qui nous demande du coup. Alors, je vais résumer sa question. Donc, il nous demande si le prix des tokens n'est-il pas un peu élevé par rapport à ses calculs et comment avez-vous déterminé le prix du token? Amine, je te laisse la parole. Alors, aujourd'hui, le prix d'un token, c'est très, très, très relatif. Combien vaut un Bitcoin, c'est très relatif. Est-ce que le Dogecoin mérite d'avoir une capitalisation boursière supérieure à celle du Crédit Agricole? Je ne sais pas. Donc, est-ce que Versity mérite d'avoir une capitalisation supérieure à celle des agences de papa? Ça, c'est à déterminer par le marché. Nous, ce qu'on a voulu faire aujourd'hui en choisissant ces tokenomics-là, c'est de choisir un prix au listing qui est intéressant pour les personnes en ICO aujourd'hui. C'est-à-dire que vu l'état actuel du marché, aujourd'hui, proposer une ICO où tu vas faire 20% de bénéfices au premier round et 10% au deuxième round et 0% au troisième round, comme on peut le voir parfois, c'est intéressant pour aucun investisseur aguerri. Là, ce qui est intéressant pour les personnes qui vont entrer aujourd'hui, notamment au round 1, au round 2, au round 3, c'est qu'ils sont sur un multiple intéressant au listing. Et les listings, parfois ça explose à la hausse, parfois ça stabilise un peu, parfois ça corrige un peu. Et là, en fait, ça garde une marge de manœuvre pour se dire que même si le token corrige, nos investisseurs, nos premiers investisseurs qui nous ont fait confiance seront encore en positif. Ensuite, bien sûr que le prix va évoluer selon la qualité du produit, selon la qualité, le volume d'offres, le volume de demande. Bien sûr que l'état du marché va aussi impacter. Et après, ça va s'auto-réguler. Si le marché estime que Versity vaut 1 milliard de dollars, le token montera. Si le marché estime que Versity ne vaut pas 1 milliard, mais que ça vaut 100 millions, bah dans ce cas-là, le token corrigera. Mais aujourd'hui, il faut bien fixer un prix au démarrage. Nous, on a fait ça de manière cohérente pour nos investisseurs et par rapport à plein d'études qui ont été faites sur les tokenomics et sur des projets similaires, et on a trouvé que c'était cohérent. Ok, merci beaucoup pour la réponse, Amine. Je voulais juste préciser une chose, mais on va le sortir très prochainement dans une deuxième version du white paper. On a fait travailler nos partenaires de Nomix, qui sont des spécialistes, pour ceux qui ne connaissent pas, des spécialistes de la tokenomics, sur notamment des stress tests sur l'évolution des tokens et pour justement être le plus responsable possible par rapport aux investisseurs. Et les résultats de ces stress tests nous rassurent beaucoup et je pense vont vous rassurer sur je dirais toutes les règles et notamment on parlait tout à l'heure des règles de vesting, de lock-up, sur ces sujets de supply qui peuvent avoir des pressions sur la valeur du token. Donc tout ça a été fait et je vous promets que très prochainement je mettrai ça en annexe c'est assez lourd et en fait on l'a fait sur deux sujets, on l'a fait sur les NFT et on l'a fait sur le City je pense que très prochainement je pourrai le mettre en ligne et partager ces éléments-là à toute la communauté. Ok, parfait. Donc ensuite on a Rachel qui nous demande comment allez-vous contrer l'inflation? Au TGE, il y aura 687 500 000 de tokens disponibles, ce qui fait une inflation de 9 312 500 000 de tokens qui vont être release sur 30 mois, ce qui est monstrueux.
capable de vous parler de sujets aussi précis sur la tokenomics. Je pense que justement, ce que je viens de dire sur les stress tests pourront être quelque chose qui vont donner ces résultats, mais là, comme ça, j'ai malheureusement pas la compétence pour rentrer dans des débats sur ces sujets aussi précis. Je ne sais pas si toi, Amine, tu es capable de faire ça, mais il aurait fallu faire venir les équipes de Nomix dans la MA. Alors, il y a une première chose à prendre en compte, c'est que l'ensemble, parce que là, Rachem prend l'ensemble de tous les tokens, c'est-à-dire les 10 milliards de tokens. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une partie qui est ouverte au public et donc qui va entre guillemets circuler librement, et il y a une partie qui est quand même réservée à la fois à l'équipe, à la fois en cas de réserve, etc. Et donc il y a une partie qui va pas vraiment circuler. Donc en fait, l'inflation est beaucoup moins grosse que celle qui est annoncée là. Ensuite, c'est toujours un choix à faire entre donner beaucoup de tokens d'un coup et risquer d'avoir tout le monde qui vend et avoir une inflation plus douce, ou avoir une inflation plus lente sur la durée. Donc nous, on a choisi d'avoir une inflation plus lente avec des vestings qui sont assez longs sur la majorité des rounds. Maintenant, il y a aussi un mécanisme de burn qui va être mis en place plus tard, justement, une fois que tous les vestings auront été achevés. Ça, comme l'a dit Claude, on a travaillé avec la société Nomix qui fait tout un système de modélisation et d'économie. C'est vraiment de l'ingénierie financière qui permet d'ajuster le volume de tokens en circulation et de limiter le phénomène d'inflation. Il y a plusieurs annexes et de tests justement sur les modélisations économiques, comme on a parlé Claude, qui vont être publiés, qui vont être annexés au white paper dans les prochains jours. Mais oui, bien sûr que quand il y aura quand il y aura 5 milliards de tokens en circulation, il y aura potentiellement plus d'inflation que quand il y en a 600 millions. Mais aussi, il y aura aussi potentiellement beaucoup plus d'utilisateurs et beaucoup plus de demandes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les bitcoins, on est à 18 ou 19 millions en circulation, mais le bitcoin ne vaut pas moins cher que quand il y en avait 1 million en circulation. Sur Ethereum, j'ai aucune idée de combien il y a de tokens en circulation, mais c'est une inflation infinie et il y a beaucoup plus d'Ethereum que il y a 4 ans en circulation, mais pourtant Ethereum vaut quelque chose. La création de tokens et la création de jetons n'est pas forcément synonyme de diminution de valeur. C'est juste qu'il faut que ce soit cohérent et que ce soit proportionnel avec une augmentation de l'offre. Et là, par exemple, dans ton exemple, si on passe de 700 millions au listing à 7 milliards en circulation, on fait un fois 10. J'espère bien que sur les 3 premières années, il y aura quand même 10 fois plus de demandes sur Versity que au listing. Et donc, normalement, la croissance de la demande va compenser la croissance de l'offre. Donc, je sais pas si ça répond à la question. Et si Claude, tu veux dire quelque chose. Ouais, je voulais compléter peut-être sur plusieurs points. Là. Le premier point, t'as commencé à aborder la chose. Pour moi, si effectivement on est dans une notion de dire les cities, c'est en lui-même un produit d'investissement, c'est pas prévu pour ça. Je pense que le city, pour nous, dans notre projet, c'est un outil qui est destiné principalement sur le projet global. C'est-à-dire qu'on a un projet qui est destiné au grand public avec des besoins bien précis, sur le marché. Donc la croissance de Versity dans son activité économique qui sera à l'intérieur nécessitera de plus en plus de City. Et cette croissance économique, pour l'instant, notamment dans le white paper, vous le voyez principalement sur la France. Je peux vous dire aujourd'hui que on a des discussions sur d'autres pays. Donc demain, quand je ouvrirai un autre pays, un deuxième pays, un troisième pays, un quatrième pays, on aura besoin de City pour faire tourner l'économie dans ces pays-là. Donc il y a un effet mécanique de besoin supplémentaire du City. Et contrairement à la vie réelle, là c'est une vraie différence. On ne pourra plus en créer d'autres de City. Il y aura
une total supply qui sera qui est capée et qui ne pourra pas être fait autrement. Donc du coup, plus la Versity va grandir, plus l'activité économique de Versity va grandir, plus ces besoins-là seront les besoins en City seront forts. Donc ça, c'était le premier remarque. Deuxième remarque, il faut juste aussi savoir que les cities, on a dans notre réflexion initiale et accompagné de nos advisors, nous, on est une entreprise qui est issue de la Web 2, mais on s'est entouré de beaucoup d'advisors, je dirais parmi les meilleurs en France sur ces sujets-là. On a essayé de trouver des solutions justement pour éviter les phénomènes de dump, pour faire baisser le cours, pour pas pénaliser les investisseurs. Et des outils typiques comme farming, des choses comme ça, on a prévu de les mettre en place justement pour éviter ces problématiques-là. Et un autre point important, je pense que il faut savoir que beaucoup de gens achètent des cities pour les utiliser, mais aussi pour acheter des NFT. Et quand on va ouvrir la marketplace à NFT, il y aura besoin de cities pour pouvoir acheter des NFT, des parcelles. Et donc du coup, ça va être aussi un moyen pour réduire la supply dans le marché des cities. Voilà, c'était en vrac un peu des sujets comme ça que je voulais des précisions que je voulais donner par rapport à l'intervention d'Amine sur ce sujet-là. Très bien. Merci beaucoup à vous deux pour ces réponses-là. Donc ensuite, on a une prochaine question de Andrew23 qui nous demande si on est multisig et combien de personnes. On est multi quoi? J'ai pas compris. J'entends. Multisig. Alors, Claude ne va pas avoir la réponse, c'est pas lui qui gère ce point-là. En fait, le multisig, c'est quelque chose qui permet de sécuriser les wallets et donc, par exemple, le wallet Versity, typiquement, toi, aujourd'hui, tu as ton MetaMask, tu as 10 000 $, tu veux les envoyer à quelqu'un, tu as juste à te connecter. Un wallet multisig permet de dire, OK, sur le wallet Versity, il y a 5 responsables, par exemple, et sur les 5 responsables, il faut que 3 soient OK, et donc 3 se connectent et 3 signent la transaction pour que quelqu'un puisse faire un paiement supérieur, par exemple, à 5 000 $. C'est quelque chose, voilà, avec pas mal de conditions pour éviter justement qu'une personne, ou en cas même en cas de cambriolage ou en cas d'agression, ne puisse vider un wallet. Donc oui, le multisig est bien sûr mis en place dans les projets de cette envergure. C'est d'ailleurs une de nos premières recommandations quand tu gères des sommes de cette envergure-là. Maintenant, combien il y a de signatures, combien il y a de signataires, etc. Je pense pas que ce soit pertinent de le dévoiler, mais en tout cas, oui, il y a plusieurs personnes qui signent pour les transactions qui sortent des wallets Versity, et bien sûr, elles sont vérifiées. C'est une société cotée en bourse, donc encore plus contrôlée que n'importe quel autre projet sur la blockchain, parce que ils ont ce devoir d'avoir des comptes vérifiés, certifiés. Donc il y a pour répondre à la question, oui, les transactions sont sécurisées par wallet multisig. Je ne sais pas si Claude est encore là. Ok, merci beaucoup. Claude, tu peux reprendre la main. Oui, bah écoute, pas grand-chose à ajouter. Hein. C'est les sujets que je veux pas surtout pas rentrer dans ces sujets-là parce que du coup, je n'ai pas les compétences. Et je le disais tout à l'heure, je suis pas un spécialiste de la Web3 non plus. Par contre, je connais très bien l'économie réelle et je pense que on sait, encore une fois, c'est pour ça qu'on s'est entouré vraiment des meilleurs advisors du monde de la Web3 pour nous aider, pour assurer justement le succès du projet. Question suivante. Parfait, merci beaucoup. Et ben écoutez, à l'écrit, il n'y a plus de questions. Donc, si il y en a qui souhaitent prendre la main, qui souhaitent lever la main, pardon, pour qu'on puisse les faire monter et qu'ils posent leurs questions à l'oral, n'hésitez pas. Je te coupe, je crois qu'il est 19h, il faut que je passe sur la version la main en anglais maintenant. Pardon, c'est vrai. Et ben écoutez, donc on n'a plus de questions. Si jamais vous avez encore des questions, nous allons passer sur les MA anglais. Donc vous pourrez les poser en anglais et nous y répondrons du coup en anglais. Donc voilà.
Voilà, merci à tous. Bah, écoutez, peut-être un petit rappel pour terminer sur le calendrier demain. Comme donc demain 14h 14h 20h, le premier round réservé aux whitelist à partir de 20h au grand public. Je vous invite à faire le KYC en amont, qui sera ouvert au grand public jusqu'à 14h demain et ensuite qui sera réouvert à 20h, mais n'attendez pas la dernière minute pour faire le KYC. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre AMA. Ouais, il y a une petite surprise. On va diffuser une petite vidéo. C'est qui fait la vidéo? Tu me l'as envoyé où? Parfait. Et ça, voilà. Non, Vous allez voir. C'est une belle surprise. tu me l'as envoyé où, mon cher? Sur le chat. Oui, mais si vous sur le chat société. Alors j'arrive, je suis désolé, je vous montre la vidéo. Non, elle n'est pas sur le chat. Ah si. Hop. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, je vais partager mon écran. Ah, trop tard. Share screen. Voilà. On a un nouvel investisseur qui vient de rentrer. Hop. On n'a pas le son de notre côté, mais on pourra la mettre sur le canal Telegram, sur le chat. Vous nous l'envoyez, on peut l'envoyer sur le canal Telegram. Là, vous avez le son ou pas? Non, mais je pense que c'est dans les réglages de Telegram. Ah, désolé. Bon, vous avez compris que Prestel Kimpembe rejoint la team. Donc, j'espère qu'il n'y a pas des supporters. J'espère qu'il y a des supporters de Paris. De l'équipe de France. Je suis sûr qu'il y a des supporters de l'équipe de France. Bon, voilà. Après, il y avait probablement des supporters de Marseille, mais voilà. Voilà. C'est l'intermédiaire. Il est en train de charger sur le chat. Ah. Bon, c'est pas grave. Bon, écoute, on l'aura sur les réseaux sociaux très bien dans les prochaines minutes. Donc voilà, on voulait vous partager ça en primeur, mais visiblement le son ne marche pas, c'est dommage. Je vous invite à aller suivre ça sur Twitter. Dans 2 minutes. Ok, super. Bon, merci à tous. Je vous laisse. Il faut que j'aille sur l'autre groupe faire l'AMA en anglais. Et